Très chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de cette édition spéciale et le fil rouge d'Al24 News se poursuit toujours avec les événements en Moyen-Orient. Je reste avec vous, Nicolas Merkovitch. Nicolas Merkovitch, vous avez commencé votre intervention en parlant justement de Tucker Carlson qui par ailleurs a fait une déclaration assez intéressante en affirmant que l'Arabie Saoudite, le Qatar aurait intercepté des agents du Mossad qui préparaient des attentats. Selon vous, quelle crédibilité on peut accorder à ce genre de déclaration ? Alors, je n'ai pas d'autres sources sur l'affirmation de Carlson, mais on sait que le Mossad est capable de faire beaucoup de choses, donc ce ne serait vraiment pas surprenant. Ce qui est surtout très intéressant dans la déclaration de Tucker Carlson et ce revirement majeur qu'on voit dans la base, on va dire, conservatrice américaine, ce genre qui a toujours été très, très, très pro-israélienne, on voit que cette base est fissurée, qu'aujourd'hui c'est, on va dire, une partie de la droite américaine qui n'en peut plus de cette alliance éternelle avec Israël, qui se bat contre les évangélistes protestants américains qui voient comme certains faucons de guerre autour de Netanyahou une espèce de réalisation messianique dans ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Et ça, c'est vraiment un changement. On a un discours qui émane aujourd'hui de conservateurs et d'une partie de la base MAGA américaine qui est radicalement hostile à Benjamin Netanyahou, à sa politique. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est nouveau. Et le fait que Tucker Carlson y revienne à plusieurs reprises, malgré les retours de bâton des médias dominants, malgré les coups qu'il se prend, parce que ça a quand même été un des journalistes vedettes de la Fox News, donc ses anciens collègues lui tirent à boulet rouge dessus. Il est de plus en plus populaire. Ses émissions sur Internet sont vues par des centaines de milliers, quand ce n'est pas des millions de personnes. Et pour moi, c'est ça ce qui est important. C'est-à-dire que le discours qui consiste à dire qu'il faut soutenir Tel Aviv et Netanyahou de manière aveugle est en train de mordre la poussière aux États-Unis. Alors après, est-ce que c'est l'affaire qui a été relatée par Tucker Carlson est vraie ou pas? Je ne sais pas, mais c'est tout à fait possible. On sait que si, en effet, Washington et Tel Aviv ont sous-estimé le pouvoir de Téhéran, s'ils ont sous-estimé les capacités de l'Iran, il est certain qu'ils auront recours à des opérations sous fausse bannière, à des opérations de déstabilisation pour essayer de gagner une guerre qui sont censés gagner sur le papier. Normalement, sur le papier, les États-Unis et Israël gagnent, mais ils ne connaissent pas parce qu'ils ont le pouvoir militaire. En revanche, il y a deux éléments que je voudrais juste rajouter là-dedans. C'est qu'ils peuvent gagner militairement en faisant beaucoup de mal à l'Iran, mais comment est-ce qu'ils vont renverser le pouvoir? C'est ça le but avoué, et ça va être très très difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, leur objectif, et on l'a vu, n'oublions pas qu'ils ont déstabilisé l'économie iranienne, que cela fait depuis des années qu'ils appliquent des sanctions contre l'Iran. Ils ont essayé de mettre les Iraniens dans la rue, ils ont financé, ils ont fait venir l'accès à Internet à des personnes avec des boîtiers Starlink. Ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'ils font la guerre aujourd'hui. Mais comme le rappelle le professeur américain Robert Pape, toutes les campagnes depuis 100 ans de bombardement, comme font les Américains et les Israéliens en ce moment, dans le but de renverser un gouvernement, n'ont pas fonctionné. Ça ne marche pas. Le seul effet que ça a, c'est de renforcer, de ressouder le peuple, même s'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement de Téhéran, pas tous, mais que les personnes soient pour ou contre, ils se lient entre eux contre l'étranger qui est en train de bombarder leur pays. Donc ça va se faire un effet boomerang contre ceux qui ont instigé cette guerre. Et ça, ça a l'air d'être un sujet qui, pour l'instant, n'a pas été prévu à Washington ni chez Netanyahou. Et ça, c'est un élément important à prendre en compte parce que si vous n'avez plus les forces, il va falloir que vous fassiez appel à la ruse, à la déception, à des mensonges. Et ça, malheureusement, nous savons que les États-Unis sont maîtres en la matière. Très bien, merci Nicolas Merkov. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce temps. Je rappelle que vous êtes analyste en géopolitique et vous m'avez rejoint depuis Paris. Merci, monsieur Merkov. Et d'ailleurs, je rebondis directement sur ce que vous venez... Merkovitch, pardon. Je rebondis directement sur ce que vous venez de dire et je viens vers vous. Saïd Bouamama. Monsieur Bouamama, Merkovitch vient de nous parler d'opérations sous faux drapeau ou bien sous fausse bannière. À votre avis, est-ce que l'entité sioniste est en train d'essayer d'entraîner le monde arabe ou le Moyen-Orient dans une guerre sous fausse bannière? Absolument. Absolument. On a une réalité qui est une réalité dans laquelle l'entité sioniste est bien consciente qu'elle ne pourra pas se battre sur plusieurs fronts et dans lequel les contradictions internes au monde arabe, c'est quelque chose qui ne peut que la favoriser. Et elle le fait depuis de très nombreuses années et elle a vécu des défaites à ce niveau-là. Le rapprochement de l'Iran et de l'Arabie saoudite par l'intermédiaire
des BRICS et de la Chine a été un coup très dur pour l'entité sioniste. Et aujourd'hui, elle tente de mettre à profit la situation actuelle pour maximiser l'ensemble des contradictions. Et donc, il ne faudra surtout pas s'étonner si demain nous avons la preuve qu'effectivement une partie des actes qui sont attribués à l'Iran viennent en fait de l'entité sioniste pour maximiser les contradictions. Très bien, Monsieur Saïd Bouhamad. Je reviens vers vous, Giuseppe Concia. Giuseppe, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que l'entité sioniste, en menant des opérations, ouvertes ou sur le terrain directement au Liban, fait basculer le conflit aujourd'hui au Moyen-Orient? Oui, tout à fait. En fait, on doit considérer le fait que les réseaux qui soutiennent l'Iran, comme le parti chiite, le mouvement chiite libanais Hezbollah, a intervenu dans la guerre, et donc là il y a la possibilité d'une extension de la guerre au sud du Liban avec encore une offensive de terre par l'entité sioniste. Mais en fait, il faut se souvenir de tous les dégâts que là continue à mener en Iran. Par exemple, les dégâts au palais du Golistan, par exemple l'attaque à l'école où les filles, plus de 160 ont été tuées, l'attaque à l'hôpital Gandhi, même l'attaque à la centrale nucléaire de Natanz. Ça veut dire qu'ils n'ont pas respect par la vie humaine, ils attaquent n'importe comment, ils tuent, ils ont tué plus de 700 personnes, plus de 800, on ne sait pas vraiment le nombre exact des gens qui ont été tués par les attaques israéliennes et des États-Unis. Donc à ce moment-là, en fait, l'objectif iranien est de continuer avec la guerre jusqu'au moment que les États-Unis veulent terminer, et qui sera même Trump, qui veut toujours terminer les guerres avant que ça dure trop longtemps, va appeler l'élite iranienne. En fait, ils ont calculé que dans la guerre des 12 jours, les possibilités militaires de l'Iran n'ont été pas considérées autant fortes comme elles sont, effectivement. Donc, l'Iran, ça continue avec le système de la République islamique. Là, on a la nouvelle qu'il a été élu la nouvelle guide suprême, qui c'est Mojtaba Khamenei, le fils de Khamenei. Ça veut dire que la République islamique, ça va continuer par rapport aux politiques de Khamenei. Il y avait Arafi qui était le leader intérim pour des jours, et maintenant il y a un nouveau leader. Même si l'entité sioniste disait qu'il avait attaqué l'Assemblée des experts qui devait nommer la nouvelle guide. Et en fait, ça veut dire que la République islamique va continuer. Il y aura un pouvoir renforcé des militaires et des bases d'Aran qui vont avoir à jouer un rôle plus important par rapport au passé, mais l'élite des ayatollahs, ça va continuer à gérer les pays. Ça, parce que les Iraniens veulent être autodéterminés. Ils ne veulent pas avoir une colonisation américaine et de l'entité sioniste, parce que en fait, ça va démontrer une fois de plus qu'il n'est pas possible d'exporter la démocratie avec la guerre. Ça, c'était pas possible en Irak, ça, c'est pas possible en Iran. Et les États-Unis ont essayé plusieurs fois de faire ça en Iran. Il faut se souvenir du cas de Mohammad Mossadegh, le premier ministre iranien, qui en 1953 a dégagé à cause d'un coup géré par les Américains. Il faut se souvenir de l'histoire des armes de destruction de masse contre Saddam Hussein pour la guerre qu'ils ont amenée en Irak et qui a porté à la fin du régime du Baath en Irak. Donc, en fait, l'Iran, ça ne va pas suivre ces cas-là. Et en fait, même la fin qu'a fait Khamenei est très différente comparée avec ce qui s'est passé avec Gaddafi en Libye, avec Saddam Hussein en Irak, et même avec Bachar al-Assad en Syrie. Il est mort dans son lit, dans sa maison, et il va être un exemple d'un martyr qui va continuer à soutenir la cause anticoloniale que la République islamique représente.
Très bien, Giuseppe. Selon les dernières informations de l'agence de presse Fares, l'élection du guide suprême de l'Iran va bientôt aboutir. Par ailleurs, au Liban, le bilan s'est alourdi pour atteindre les 50 martyrs et au moins 335 blessés. Ce qui me ramène à vous, Monsieur Hayeshi. Monsieur Hayeshi, l'Iran vient de nier catégoriquement avoir frappé le sultanat de Oman, signalant aujourd'hui que le sultanat de Oman est le médiateur dans le cadre des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que finalement, quand on voit qu'aujourd'hui l'Iran nie cette attaque, est-ce que l'antité-sioniste n'est pas en train d'essayer de monter un front régional, un front du monde arabe contre l'Iran, presque comme si c'était un front civilisationnel, alors que, comme vient de le signaler Giuseppe Acconcia, Khamenei est un martyr finalement pour le monde musulman. Tout à fait. Tout à fait, mais cela ne nous étonne pas de la part de l'entité sioniste et de ses services spécialisés. Au 4e jour de l'agression, maintenant, il y a un constat qui est clair. Si les pays arabes qui peuvent s'estimer à tort ou à raison d'avoir été bombardés par l'Iran, qui en réalité a bombardé les bases américaines qui se trouvaient dans ces pays-là et non pas les pays eux-mêmes. Mais passons, on peut admettre plus ou moins la chose par les autorités officielles de ces pays arabes. Mais leur opinion publique est totalement contre l'agression de l'Iran. Pour une chose très simple, il y a d'abord bien sûr ce dénominateur commun qu'est la religion, mais il y a aussi le fait que l'Iran n'a agressé personne. Il a été agressé par donc 2 comparses qui ont décidé de faire le régime change, comme ils disent, de changer le régime. S'il fallait aller dans cette logique, c'est qu'il y a beaucoup de travail pour l'hyperpuissance américaine et son comparationniste, parce que des régimes qui ne plairaient pas selon les critères qui sont les leurs, il y en a beaucoup à travers le monde. Et alors qu'ils ont du pain sur la planche. Non, en réalité, je suis de ceux qui pensent que c'est toujours l'entité sioniste qui a un plan préparé depuis longtemps. Est-ce que vous faites référence au Grand Israël? Oui, j'y viens. Mais qui, à chaque fois, dès que l'occasion se présente, ils le mettent à exécution. Aujourd'hui, ils ont mille et une façons de pouvoir simuler une attaque irakienne contre Oman. Ils peuvent faire cracher un avion, ils peuvent envoyer un drone, ils ont toute la latitude de le faire. D'autant plus qu'ils ont à leur disposition l'armada américaine qui se trouve dans la région. Et par conséquent, après, ils vont, d'une certaine façon, obtenir une réceptivité de l'opinion publique omanaise contre l'Iran. Et à ce moment-là, d'une certaine façon, ça délie les choses. Ce qui est tout à fait possible. Comme d'ailleurs ces agents de Mossad qu'on a signalés comme étant infiltrés en Arabie Saoudite, sûrement pour faire encore des manœuvres, des opérations de déstabilisation et amener l'opinion publique saoudienne à être contre l'Iran et par conséquent, d'une certaine façon, pousser les autorités saoudiennes à s'impliquer davantage dans la riposte à l'Iran. Et donc, vous savez que dans cette histoire-là, je crois que le plus grand bénéficiaire et le seul bénéficiaire, c'est encore l'entité sioniste. Parce qu'il arrive, il a retardé le programme nucléaire iranien, il a probablement endommagé les usines de fabrication des missiles balistiques et surtout, il s'est, disons, assuré la solidarité, le soutien militaire de l'hyperpuissance. Et donc, il se permet beaucoup de choses dans ces choses. Effectivement, M. Hayeshi, vous avez raison de le signaler. Tucker Clarkson affirme que les agents du Mossad étaient en Arabie Saoudite et au Qatar pour y mener des opérations de déstabilisation. Ce qui me ramène à vous, Faisal Metaoui, mais juste avant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à un nouvel invité qui vient de nous rejoindre. C'est Bassem Lared, spécialiste en droit international, qui me rejoint depuis Paris. Bonsoir Bassem, merci de nous rejoindre. Bonsoir, merci à vous. Je reviens vers vous dans un court instant. Faisal, à la lumière de ce qu'on vient de dire tout au long du temps qui vient de s'écouler, finalement, quelle
Quelle lecture ou quelle analyse faites-vous des derniers événements? Je fais référence à ce coup de fil entre le président américain et les dirigeants kurdes, ou encore ces tentatives de l'entité sioniste de plonger le Moyen-Orient dans une guerre civilisationnelle finalement. Oui, déjà le fait que le président américain contacte les Kurdes, ça veut dire qu'il y a un échec de l'opération militaire, un échec stratégique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de relais à l'intérieur de l'Iran. C'est vrai que les caméras de surveillance de terre ont été piratées par le Mossad, par les unités du Mossad, que le Mossad a infiltré grandement l'Iran pendant des années pour pouvoir préciser les cibles qui sont attaquées, à supposer qu'ils ont réellement touché les cibles de construction de missiles balistiques notamment, et pour décapiter ou tuer les dirigeants. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi les Kurdes, Tinhinan? C'est une question très sensible, parce qu'il faut noter que les Kurdes sont une minorité qui existe dans plusieurs pays de la région. Ils sont en Iran, ils sont en Irak, ils sont en Syrie, ils sont en Turquie, en partie en Azerbaïdjan. Les Kurdes, depuis les années 60, sont pris en charge par le Mossad. Ils sont entraînés par le Mossad. Je parle de certains Kurdes militants, entre guillemets, ceux qui plaident, parce que leur rêve, c'est de créer le Grand Kurdistan. Et vous savez que l'entité sioniste a été la seule entité à reconnaître ce qui est appelé l'indépendance du Kurdistan irakien, c'était en 2017. Il les forme et il leur donne même des armes, comme c'était le cas notamment des Kurdes de Turquie et de Syrie, avec l'idée justement, comme l'a expliqué M. Ayaché, de fractionner, de diviser les pays en utilisant les minorités, parce qu'on tape d'abord sur les minorités kurdes en Iran, mais aussi sur les Balouches qui sont donc une autre minorité en Iran, et aussi une minorité arabe. Maintenant, vous avez dit, Tinhinan, que Tucker Carlson a parlé d'agents de Mossad qui étaient en Arabie Saoudite et en Irak. En fait, ils n'étaient pas, ils y sont toujours. Parce que la grande question, c'est quand les Émirats arabes unis, le Bahreïn, ont normalisé, entre guillemets, les relations avec l'entité sioniste, ils ont ouvert la porte à tous les agents. Les agents opérationnels, ils sont à Dubaï, ils sont à Abu Dhabi, ils sont à Manama. Et vous aurez noté que l'Iran a bombardé une tour qui était à côté de la base où il y a la 5e flotte américaine au Bahreïn. Cette tour abrite justement un des bureaux du Mossad. Ça veut dire que l'Iran a beaucoup d'informations très précises sur la présence des services secrets israéliens. Le but de ces services secrets dans des missions opérationnelles menées, à mon sens, ils sont dans tous les pays du Golfe, pas uniquement en Arabie Saoudite ou au Qatar, pas uniquement de constituer un front anti-iranien, mais c'est aussi pour détruire ces pays. Parce qu'on se trompe lourdement. L'entité sioniste n'a jamais eu d'alliés arabes, n'a jamais eu de partenaires ou d'alliés de paix. C'était des alliances tactiques. Le but, parce qu'on s'est rendu compte que l'Irak, que plutôt le Qatar et l'Arabie Saoudite, les Émirats sont devenus des puissances énergétiques, financières, etc. Comment les affaiblir? On les affaiblit notamment en organisant ce qu'on peut appeler les opérations post-flag. Parce que ce qu'on ne dit pas, par rapport au bombardement des bases par l'Iran, c'est qu'on n'a pas bombardé uniquement les bases, on a bombardé les dépôts de carburant. Tous les dépôts de carburant ont été en grande partie détruits, notamment au Bahreïn et aux Émirats arabes unis et également au Qatar, mais aussi les radars. Parce que les radars qui permettent de détecter les missiles balistiques qui viennent d'Iran sont détruits, sont aveuglés. Et donc ces informations n'apparaissent pas vraiment dans les médias mainstream, on ne parle pas de ça. On parle uniquement de la riposte iranienne, on parle de bombardement supposé d'un quartier résidentiel à Tel Aviv, alors qu'il ne s'agit pas d'un quartier résidentiel, il s'agit bien d'une cible militaire, comme c'est le cas dans le sud de Be'er-Sheba, où on a bombardé l'aéroport, parce que ce qui n'apparaît pas aussi dans la guerre actuelle, c'est le mensonge. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de propagande militaire, il y a beaucoup de choses qu'on ne dise pas. Il est interdit aux médias sionistes de parler où les missiles tombent. Il est interdit à ces médias de donner les véritables chiffres de victimes, de montrer des images. La même chose aux Émirats, en fait. Parce qu'aux Émirats arabes unis, on a décidé que si vous montrez une vidéo d'une attaque contre une base, vous êtes considéré comme un traître. Donc il y a une peur par rapport à cette riposte iranienne. Et la manière avec laquelle Netanyahou et le président Trump sont en train d'essayer d'occuper le terrain de la communication montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette stratégie militaire, dans cette guerre sans objectif qui est menée contre
contre l'Iran parce qu'on nous dit qu'on veut détruire le Hezbollah. C'est le cas du bombardement du Liban. Est-ce que l'entité sioniste a pu détruire le Hezbollah ces 20 dernières années? Est-ce que l'entité sioniste a pu détruire le Hamas? Est-ce qu'ils ont pu détruire les Houthis au Yémen? Non, ils ont échoué. Donc à chaque fois, c'est utilisé comme un prétexte pour affaiblir, parce que l'objectif également des bombardements contre le Liban, c'est de détruire également le Liban. C'est la destruction, on parle de destruction. Alors, on commence par fractionner les pays, et puis regardez ce qui s'est passé au Soudan, et je termine avec ça. On a divisé le pays, et puis on a basculé ce pays vers la guerre civile. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que le Soudan est un pays très riche, un pays africain. Très bien, Faisal Metaoui, donc on peut dire aujourd'hui que finalement l'objectif de l'entité sioniste et de ses alliés est le même, et de balkaniser les pays de sorte à créer un genre de chaos, que ce soit au Moyen-Orient, et vous faites bien de parler de l'Afrique. Information de dernière minute, le ministre de la Défense qatari a annoncé que la base militaire de Udeid a été touchée par un missile iranien. La base militaire américaine, je précise, de Udeid a été touchée par un missile iranien. C'est ce que vient de déclarer la défense qatari. Ce qui me ramène maintenant à vous, monsieur Bassem Laredj. Bassem Laredj, ça tombe bien, vous êtes spécialiste en droit international et justement, on a besoin de comprendre actuellement quand on voit le droit international bafoué. Selon vous, comment est-ce qu'on peut qualifier cette opération ou cette agression militaire américano-sioniste contre l'Iran, et surtout, est-ce qu'on peut déjà commencer à parler de crimes de guerre quand on sait qu'une école a été touchée et au moins une centaine d'écolières ont trouvé la mort? Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, c'est une violation manifeste du droit international. La Charte des Nations Unies est très claire sur ce plan, et dans son article 2, paragraphe 4, elle précise et elle interdit le recours à la force, sauf deux exceptions, qui sont la légitime défense et lorsque le Conseil de sécurité autorise une opération militaire. Et bien évidemment, dans le cas actuel, dans le cadre de cette agression israélo-américaine contre l'Iran, ces deux exceptions n'existent pas. Donc c'est une violation manifeste du droit international. Et parallèlement à ça, on a vu que le président américain avait donné des arguments totalement fallacieux pour essayer de justifier cette opération, en parlant de la reprise du programme nucléaire iranien et le fait que les Iraniens développeraient des missiles balistiques intercontinentaux qui peuvent toucher les États-Unis. Or, dans les faits, on sait qu'une partie de l'arsenal, je dirais en tout cas des installations nucléaires iraniennes, ont été détruites lors de la précédente agression en juin 2025. Et bien évidemment, les Iraniens ne peuvent pas reprendre aussi rapidement l'enrichissement civil de l'uranium. Et parallèlement à ça, on a vu que la CIA elle-même avait déclaré que les Iraniens n'avaient pas la capacité de développer actuellement, donc n'avaient pas la capacité technologique pour développer un armement qui puisse toucher les États-Unis. Donc on voit qu'il y a une manipulation médiatique parallèlement au fait, pour essayer en tout cas de justifier cette agression, pour dire que voilà, les Américains ont agi en légitime défense, alors qu'en réalité c'est totalement l'inverse. L'agressé dans cette affaire, c'est bien évidemment la République islamique d'Iran. Très bien, Bassem, très chers téléspectateurs, on vous retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire.